Merci, Monsieur le Président. Alors, pour revenir sur la notion d'objectif, donc contrairement à l'Union européenne, la France ne s'impose aucun objectif donc, concernant le nombre de tonnes d'hydrogène décarboné. Et donc, à ce titre, notre ambition peut manquer de lisibilité et surtout de partage d'enjeux et d'objectifs à l'échelle des collectivités, des territoires ou d'un certain nombre de parties prenantes. J'aimerais avoir votre opinion donc, sur le sujet. Quelle planification pour le développement de l'hydrogène vert ? Alors, le Haut Commissariat au Plan est-il aujourd'hui directement concerné ? Est-ce qu'il y a une réflexion donc, pour se mobiliser sur ces politiques ? Est-ce que vous avez donc des éléments précis sur ce sujet-là, donc en termes de planification ? Comment le maillage territorial de production d'hydrogène peut se structurer ou doit se structurer ? Quel partenariat avec les régions ? Faut-il inscrire des objectifs de développement d'hydrogène dans les SRADET, donc dans les documents aussi de planification à l'échelle des régions ? Et faut-il aussi les décliner, par exemple, au niveau des plans climat, air-énergie territoriaux, pour faire en sorte que les territoires s'emparent aussi de cette problématique, de ces objectifs, et s'engagent notamment dans le cadre des politiques d'appel à projets. Et puis, pour terminer, justement, vous avez beaucoup évoqué les appels à projets. C'est une excellente chose pour progresser et avancer, mais tout le déploiement de ces politiques ne peut pas reposer uniquement sur les appels à projets, d'où l'intérêt aussi d'avoir une vision de planification et de coordination, notamment avec les collectivités territoriales. Merci. Toujours un débat absolument extraordinaire quand on se projette comme ça sur l'énergie, parce qu'on voit bien qu'en fait on est dans un système matriciel avec pas mal d'inconnus, puis les uns les autres font bouger 2 ou 3 variables et arrivent à des solutions diamétralement opposées. Donc moi, ma première question, ça serait votre avis sur le moment où on pourra arrêter une stratégie. Puisqu'on a bien compris, pour l'instant, on n'est pas au stade de la stratégie, on est au stade de l'exploration des différents systèmes qui cohabitent. On investit sur l'hydrogène, sur le renouvelable, sur différents types de mobilité. Tout ça, en fait, ne fait pas une stratégie. On est au stade de l'exploration. Donc, à votre avis, à quel moment, c'est une question pour vous trois qui concerne à la fois l'État et les industriels, on aura une vision suffisante des principaux paramètres, taxe carbone, prix de production du renouvelable, prix des électrolyseurs, qui fera qu'on pourra aller vraiment à une stratégie comme on en a eu en France dans les années 70 et on n'en a plus aujourd'hui. Non pas qu'on ne veuille pas en avoir, mais on a trop d'inconnus sur les paramètres. Première question. Et la deuxième, vous en avez un tout petit peu parlé, et ça me semble pourtant être une des questions clés aujourd'hui, c'est qui produit l'électricité ? C'est-à-dire très clairement, on a peu parlé de photovoltaïque. La MED, par exemple, le projet Engie Total à la MED, c'est du photovoltaïque sur la production électrique source pour l'hydrogène décarboné. Et ce qu'on voit aujourd'hui, aussi avec le projet d'EDF à Dubaï, c'est qu'on arrive à du 11 € le mégawattheure, 11 € le mégawattheure, hein, pour comparer Hinkley Point, c'est plutôt 120-130 € le mégawattheure en nucléaire. Donc le marché est en train de trancher et c'est plutôt le photovoltaïque qui est de très loin le moins cher et qui rend, y compris l'hydrogène, compétitif. Mais il faut des surfaces au sol considérables. Ce qui fait que les grands producteurs demain d'électricité et peut-être d'hydrogène, ou pas, parce que ça peut aussi être des câbles qui franchissent la Méditerranée, seront ceux qui ont beaucoup de sol et beaucoup de soleil. Et donc notamment les pays désertiques. Et c'est le sens de l'investissement d'EDF qui se chiffre en milliards sur Dubaï, par exemple. Donc est-ce que vous ne pensez pas que ce qui est une pièce importante de ce puzzle, c'est aussi la production massive d'électricité photovoltaïque demain des pays notamment sahéliens et désertiques. Merci. Je vais donner un peu pour Monsieur Michel. Monsieur Trainer, allez-y. Je veux bien. Je crois que l'introduction n'était pas inutile. Il y a beaucoup d'images d'Épinal concernant l'énergie et notamment l'électricité. Et je voudrais revenir là-dessus. Sur la gestion des fluctuations, alors je prends un peu dans le désordre, sur la gestion des fluctuations. À l'heure actuelle, les renouvelables en France enfin leur fourniture, c'est marginal. Donc on peut très bien gérer les fluctuations avec ce qu'on a
pilotable avec l'hydraulique, avec le gaz, un peu de charbon, etc. La question, c'est si on envisage une forte pénétration des renouvelables intermittents. Dans ce cas-là, les fluctuations sont de l'ordre elles sont supérieures à la puissance moyenne. Elles sont pour le solaire, ça va entre 0 la nuit et puis une fraction notable de la puissance installée le jour. Et pour l'éolien, encore une fois, ça varie entre quelques pourcents de la puissance installée et 60-70% de la puissance installée. Donc, vous ne gérez pas ces fluctuations avec le système actuel. Est-ce que c'est possible avec des batteries? Est-ce que c'est possible avec de l'hydrogène? La réponse, pour moi, clairement, c'est non. Mais pour ça, il faut dédier une séance à l'électricité, etc., faire les règles de 3 et puis voir comment ça fonctionne. Je ne peux pas vous le dire comme ça, mais ce qui doit être clair là, c'est que gérer les fluctuations de la demande d'électricité, c'est une chose. Gérer les fluctuations de la production d'électricité quand il y a une forte pénétration de ressources intermittentes, c'en est une autre. C'est un autre problème. Il faut le regarder, faire les règles de 3 et voir ce qui sort. Et voilà, on se prend une demi-heure et puis je vous montre que sans doute ça n'arrivera pas. Bon, alors ça a des répercussions évidemment qu'on voit à travers le rapport de RTE sur les 3 scénarios de production d'hydrogène. Et on voit bien que c'est en ayant de l'électricité peu cher et avec un fort, le facteur de charge le plus élevé possible, que le prix est le plus bas. Voilà. Et donc ça veut dire l'électricité du réseau. Et je pense que c'est ça qui va se faire. En parlant de stratégie, il y a un élément de stratégie qui est clair, c'est le remplacement de l'hydrogène industriel, utilisé dans l'industrie, la chimie, les engrais, etc. Ça, c'est clair. Ensuite, sur la mobilité, moi, je mettrais un point d'interrogation parce que vous avez raison, je crois que ce n'est pas encore tranché, il faut regarder, enfin, il y a des tas de choses, c'est vraiment un sujet qu'on ne peut pas traiter uniquement par l'hydrogène, il faut regarder l'ensemble des trucs. Et puis, sur le troisième dossier, c'est-à-dire la gestion des fluctuations des intermittents avec l'hydrogène, alors ce n'est pas 2 points d'interrogation que je mets, c'est un point d'exclamation. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. On ne va pas augmenter la production de l'hydrogène avec des sources d'électricité fluctuantes. Écoutez, on a à côté de nous un grand pays industriel qui a installé 60 gigawatts de photovoltaïque, 60 gigawatts d'éolien. Ils ont doublé leur puissance installée. Ils n'ont rien diminué de la puissance pilotable. En faisant tout ça, ça leur a coûté 350 milliards d'euros. Ça doit monter dans la décennie à 500 milliards d'euros, c'est une étude de l'université de Düsseldorf. Et ça produit 25% de l'électricité à un prix pour les particuliers qui est double du prix français. Et il y a des gens qui imaginent qu'avec ça, si c'était une piste crédible, mais ils le feraient puisqu'ils veulent développer une demande pour l'hydrogène, des véhicules hydrogène. Mais ils disent explicitement, l'hydrogène, nous allons l'acheter ailleurs. Or, si c'était une piste crédible, ils le feraient, ils démarreraient, ils commenceraient, on verrait quelque chose. On ne le voit pas. Donc, c'est vraiment des images d'Épinal. Ça ne se passera pas. Bon, alors, du point de vue, 2 points encore sur l'hydrogène vert, du point de vue climat, l'hydrogène n'a pas de couleur. Il est décarboné ou carboné, point. Donc, il faut, enfin, à mon sens, il faut parler en termes de décarboné, puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de vert, gris, machin, truc, etc. Ça, c'est du détail de la fabrication. Ça n'a aucune incidence sur le climat. Le climat ne voit pas ça. Il voit si c'est émetteur de CO2, si ce n'est pas émetteur de CO2. Voilà. Bon, et puis, alors, c'est très intéressant, ça, la question sur je ne sais plus qui a posé la question sur l'Angleterre qui a diminué ses émissions de gaz à effet de serre. C'était vous? Oui. Alors, effectivement, il y a des choses très, très amusantes là-dessus, qui sont très intéressantes, et que je voudrais prendre en prenant la relation PIB-énergie. Vous savez, si vous regardez la corrélation entre le PIB et l'énergie mondiale, vous avez une droite. Et ça s'explique de façon extrêmement simple en termes physiques, c'est que nous vivons de transformer la matière. Tout ça, c'est de la matière transformée, l'ordinateur, les machins, les trucs, etc. C'est des transformations de la matière.
toute transformation de la matière, du point de vue physique, a un bilan énergétique. On peut lui donner un bilan énergétique, c'est des chiffres. Et il se trouve que les transformations de la matière qui produisent des biens et des services, ben c'est ça qui forme la base du calcul